Merci de rester avec nous ou de nous avoir rejoints pour ce nouveau panel pour parler cette fois-ci des mesures sanitaires de riposte contre le Covid-19 au Togo. Les analyses de deux spécialistes, Dr Koundé Kpeto. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Boko. Vous êtes le président de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Oui, merci. Représentant le corps des pharmaciens, effectivement. Merci. Avec vous, le professeur Edem Gouakwe. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Boko. Vous êtes cardiologue et président de l'Ordre des médecins du Togo. Tout à fait. Merci de nous inviter sur ce plateau. Oui. Et ensemble, donc, on va analyser les mesures de riposte prises par le gouvernement togolais. Plus d'un mois après le premier cas, le premier malade, le Togo compte aujourd'hui environ 85 cas confirmés, dont plus de 45 guéris. Est-ce que ce sont les mesures de riposte qui ont fonctionné? Qu'est-ce qui fait que ces chiffres semblent maîtrisés? Je commence avec vous, professeur Gouakwe. Merci. Et c'est un honneur de me donner la parole en premier. C'est vrai que depuis le premier cas du 6 mars 2020, l'État a permis de mettre en place une structure qu'on a appelée riposte. Cette structure a pour objectif d'évaluer la situation et de prendre des mesures qui vont faire face à l'épidémie, au Covid, à l'infection Covid-19, et donc d'avoir comme aboutissement d'enrayer l'infection à Covid-19. Mais qui dit riposte dit un certain nombre de choses. Et ces choses, ce sont d'abord la prévention, donc la sensibilisation. Ensuite, le dépistage des personnes présentant des symptômes, des signes de la maladie. C'est également la prise en charge des malades et le renforcement de la protection par les masques. Nous ne sommes pas surpris de nous voir sur ce plateau avec des masques. Donc, à partir du moment où on a mis en place un certain nombre d'actions à mener, on peut répondre que c'est cette mise en place de la riposte qui fait que le nombre de cas a diminué. A diminué, mais n'a pas flambé. Disons que n'a pas flambé, plus juste. Donc, je peux dire que le Togo est rentré dans cette mouvance de prise en charge et nous sommes dans une situation épidémiologique. Donc, les chiffres bougent d'un jour à un autre. Je vais vous donner la situation exacte épidémiologique du 16 avril 2020. Donc, le nombre de cas confirmés est 83 cas. Le nombre de cas guéris est 48 cas. Le nombre de décès est 5. Sur les 83 cas confirmés, j'en parle parce que je suis président de l'Ordre des médecins. Il existe 7 cas qui sont des professionnels de la santé. C'est dire encore une fois que les professionnels de la santé sont en première ligne et nous verrons tout à l'heure ce que cela signifie sur le plan pratique. Donc voilà, donc la riposte fonctionne, mais il faut continuer par innover. Voilà une approche de réponse. Docteur Kpeto, la riposte, elle est de plusieurs aspects. Le professeur Gouakwe a parlé de la sensibilisation, de la prise en charge clinique. Je voudrais vous prendre sur le volet sensibilisation. Est-ce que vous pensez que le Togo a suffisamment fait dans ce domaine pour mériter aujourd'hui ces chiffres qui n'ont pas flambé, comme on l'a dit? Merci de nous donner l'opportunité effectivement d'échanger sur la stratégie adoptée par le Togo pour la riposte à cette épidémie qui nous frappe. Et pour revenir sur les chiffres quand même, vous avez donné le chiffre de 84 cas confirmés. Le professeur disait que ça a évolué. Effectivement, ça a évolué. Aujourd'hui, on est à 84 cas confirmés sur le site du gouvernement togolais qui gère cette statistique-là. Mais en face de ce nombre de cas confirmés, on a effectivement 49 guéris
Et c'est des chiffres, quand on les compare à ce qui se passe au niveau mondial, nous sommes autour de 2 300 000 personnes contaminées, et 600 et quelques mille guéris, et plus de 150 000 plus de 150 000 morts. Quand on voit par rapport au nombre de guéris, c'est à peu près le quart au niveau mondial, et nous on est à plus de la moitié de cas guéris. C'est une tendance qu'on regarde un peu, qu'on voit aussi dans certains pays africains, heureusement. Le Sénégal qui a la même tendance que nous. Oui, il faut dire que notre stratégie donne des résultats. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'il faille baisser les bras, parce que certains penseront que la pandémie est déjà maîtrisée. Nous pensons qu'on en est encore loin. Nous pensons que la stratégie qui est mise en place, elle est efficace, parce que, et on va en parler tout à l'heure, elle consiste à mettre sous traitement tous ceux qui sont testés positifs, et je pense que c'est une stratégie qui a ses résultats quelque part. En termes de sensibilisation... Mais certains pensent, peut-être je vais vous prendre sur ce volet un peu avant d'aller plus loin, est-ce qu'il ne faudrait pas traiter tous ceux qui ont été suspectés plutôt que de traiter ceux qui ont été simplement testés? Non, je crois que le professeur a parlé tout à l'heure de la stratégie aussi comment ça s'appelle, de diagnostiquer tous les cas suspects. Aujourd'hui, la stratégie consiste à traquer. Il y a une équipe d'épidémiologie sur le terrain qui traque tous les cas suspects. C'est les voyageurs, c'est les cas contacts des malades qui sont mis en quarantaine. Qui sont mis en quarantaine et testés dans la procédure qu'il faut, parce que à partir du moment où on estime que la personne a été contact, il y a un certain délai au bout duquel il faut tester. Ensuite, aller plus loin pour voir si la personne est contactée, voir s'il faut voir aussi autour de ce contact, d'autres contacts. Je pense que ce travail est très bien fait. Et c'est même ce travail qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette maîtrise des chiffres. Et traiter même les cas suspects, ça n'aurait pas de sens, je pense. Il faut savoir que les médicaments que nous utilisons aussi ne sont pas anodins. C'est des médicaments qui n'étaient pas destinés, selon ce qu'ils ont découvert, à ce traitement-là. Donc, quelque part, nous qui manipulons le médicament, nous savons que le risque zéro n'existe pas. Quand on prend un médicament, il faut le prendre quand c'est justifié. Oui, mais prendre une boîte de chloroquine en ces temps-là, pour éviter quand même des situations désagréables, professeur Gouakou, est-ce que c'est si dangereux que ça? C'est extrêmement dangereux. Ah bon? Mais oui. C'est extrêmement dangereux parce que on parle de protocole. Il ne s'agit pas de prendre des boîtes de chloroquine, des comprimés de chloroquine. Pour prendre un médicament, il faut comprendre comment la maladie évolue. Et c'est lorsque vous avez compris la manière dont la maladie évolue que vous allez lui proposer un traitement qui va non seulement réduire les symptômes, mais également aller à empêcher le virus de se développer. Et le dire comme ça, simplement, c'est extrêmement dangereux. Et nous avons vu des malades testés positifs arriver avec leur chloroquine qu'ils ont pris depuis plusieurs jours. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de chloroquine. C'est un problème plus compliqué. C'est une atteinte des poumons, des alvéoles pulmonaires. Donc, ce n'est pas simplement la chloroquine qui est faite. Au point qu'aujourd'hui, le dire comme ça, prendre de la chloroquine, c'est vraiment dangereux. Oui, non, mais si vous permettez, non, il faut insister là-dessus, parce que vous savez qu'il y a eu cette chloroquine qui a circulé dans des circuits parallèles que les gens se sont achetés. Il faut insister pour dire que l'automédication ne peut pas être de mise. Elle n'a jamais été conseillée, elle a toujours été dangereuse. Et elle est encore dans une situation où même le corps médical ne maîtrise pas encore tous les contours de cette pathologie. Ce n'est pas le moment de jouer aux apprentis sorciers. Il faut faire confiance au système qui a été mis en place. Surtout que certains achètent ce médicament au marché noir. Alors oui, et on ne sait même pas ce que ça contient. De grâce, la stratégie de prise en charge, elle est centralisée, elle est sous contrôle de l'État avec des spécialistes autour des patients. Je pense qu'il faut passer par ce canal. Professeur Gouakou, je voudrais vous relancer sur l'autre question. Le Togo compte désormais plus de cas guéris que de malades actifs. Comment vous interprétez ces chiffres? Je crois que
l'interprétation des chiffres mérite une analyse plus profonde. Le nombre de cas testés positifs et le nombre de cas traités, guéris, ne doivent pas occulter le nombre le nombre que nous sommes dans la au Togo. Donc, dire que le nombre de cas guéris est supérieur et donc par rapport à cette situation, on crie victoire, ce serait une extrême et mauvaise situation. La Chine l'a essayé et en baissant les bras, les cas reprennent. Donc, il faut laisser les épidémiologistes analyser la situation parce que en réalité, nous ne sommes qu'au début de l'épidémiologie. Or, tout le monde sait que dans cette situation épidémiologique, il va y avoir une montée progressive du nombre de cas jusqu'au sommet, le pic de l'épidémiologie, et puis après, on va descendre progressivement vers la base. En ce moment, des gens auront acquis une certaine immunité, et c'est seulement en ce moment-là qu'on peut se sentir un peu soulagé. Donc, il faut laisser les épidémiologiques faire des projections pour qu'on y comprenne quelque chose. Mais dans les médias, on ne doit pas crier victoire. Vous disiez tantôt, à juste titre, que vous êtes au front, vous, personnel soignant, oui, dans le cadre de cette pandémie. Dans quelles conditions et quels en sont les risques? Nous avons, juste avant le début de cette émission, réalisé un entretien avec le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers, Dr Gilbert Tcholenganou. Je vous propose cet entretien et on revient pour le décryptage. Docteur Gilbert Tcholenganou, bonjour. Bonjour. Ça fait plus d'un mois que vous et vos collègues, vous êtes au front dans le contexte de cette pandémie. Quelles sont vos conditions de travail? Est-ce que vous êtes à l'aise dans ce que vous faites? Pour être à l'aise, ce n'est pas le mot juste en fait. Nous faisons avec ce qu'on a. Il faut dire que au début, c'était compliqué de trouver les équipements de protection individuelle, surtout les masques, les gants, les surblouses. Les hôpitaux ont fourni ce qu'ils avaient en stock. Et une fois que ces stocks étaient épuisés, c'était un peu compliqué d'en trouver. Et donc, il a fallu espérer que le gouvernement en acquiert et espérer également que le gouvernement puisse les mettre à disposition. Donc, je peux vous dire quand même que nous avions tous vu que le gouvernement a eu à recevoir du matériel et donc nous espérons que dans les jours à venir, ce matériel sera à la disposition du personnel soignant. Mais jusque-là, dans les centres de santé, est-ce que dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous avez de quoi travailler, le minimum en tout cas, dans le contexte de cette pandémie? Le minimum, il est trop minimaliste, justement. Par rapport à la pandémie, le minimum qu'on a, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des hôpitaux où les gens se retrouvent à recevoir un masque par jour, d'autres où il y en a qui ont 2 masques pour la semaine. Et vous comprenez que ce n'est pas bien. Dans un contexte pareil, que des soignants aient 2 masques pour la semaine, alors que nous savons justement que chaque masque est renouvelable au moins toutes les 3 heures. Dans l'exercice, notre petite enquête, dans l'exercice, que dans certains centres, l'État met à la disposition les masques, comme vous le dites, mais dans la distribution, il y a de la rétention qui est faite, des matériels qui sont subtilisés, ça et là. Subtilisé, je ne sais pas, mais je sais quand même que ce qui doit être fait, à mon avis, c'est d'avoir un processus de distribution de ce matériel assez responsable, de sorte à ce que chaque personnel concerné puisse attester qu'il a reçu. Et donc, on peut créer facilement une manière de procéder qui permette à ce que nous puissions avoir une traçabilité de ce qui est envoyé et avoir la garantie que les personnes à qui c'est destiné les ont reçues. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Il faut qu'on fasse en sorte que ce qui est donné soit donné vraiment à ceux qui en ont besoin et qu'au même moment, nous puissions avoir le retour que ceux qui en ont besoin ont reçu ce qui est envoyé. Donc, c'est du ressort et des hôpitaux et du ministère de la Santé de s'organiser pour que
nous puissions avoir la traçabilité de ce qui est envoyé. Aussi, il faut faire la part des choses. Il faut distinguer le centre hospitalier régional de Kégué, là où sont soignés les malades du Covid-19, et les autres centres de santé. De l'autre côté, est-ce que vous avez un œil sur ce qui se fait? Est-ce que leurs conditions de travail, ceux qui prennent en charge les malades, est-ce qu'ils sont assez bien protégés selon vous? Non, je pense que la part des choses est claire. Elle est clairement faite aussi. Je pense que le CHR Lomé Commune, qui est le centre de prise en charge, est assez équipé à voir ce qui se passe. Je pense que le personnel de cet hôpital est assez équipé et aujourd'hui, avec les respirateurs qui sont installés, je pense quand même qu'on arrive à avoir tous les niveaux d'intervention par rapport à cette maladie, selon les phases de complication. Oui, mais je pense que les autres structures en ont besoin. Parce qu'en fait, l'erreur serait de croire qu'il n'y a que le seul centre là qui a besoin de protection. Le drame, c'est que justement, avec ce qui est arrivé au CHU, c'est Olympio, c'est que justement, on ne fournisse pas assez d'équipements de protection et que certains malades passent par les mailles du filet. Quoi qu'on dise, on peut avoir mis beaucoup de trucs sur place, il peut arriver qu'on ait des cas comme ça où quelqu'un peut passer à travers les mailles du filet. Mais il faut avoir les moyens d'éviter à ce que si il y a un problème, qu'on puisse rattraper l'erreur, déjà, peu importe le niveau. Donc ça veut dire qu'il faut que chaque agent de santé ait le matériel de protection nécessaire. Et ce débat, on ne peut pas le faire. C'est une obligation et on doit veiller à cela. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, en dehors des masques dont vous avez parlé, pour faire face à cette pandémie de façon responsable? Un peu de tout. Les surblouses manquent. Les surblouses, on n'en a pas. En tout cas, on n'en a pas assez. Les surchaussures, parce qu'il faut quand même qu'au premier contact, que le personnel qui reçoit au premier contact, quel que soit le malade qui arrive en situation de pandémie, que ce personnel puisse être bien équipé. Surblouse, bonnet, c'est important, surchaussures, ne ramène pas absolument. À la maison, Et aussi un fait important, c'est que le personnel soignant ne doit plus rentrer chez lui à domicile avec les blouses de l'hôpital, puisque malheureusement, dans la plupart de nos hôpitaux, on n'a pas de vestiaire pour que les gens puissent avoir à déposer leurs blouses pour ne pas transporter les blouses des hôpitaux à la maison et de la maison aux hôpitaux. C'est chacun fait comme il peut. Je crois qu'il faut revoir tout ça. En tout cas, cette maladie, malheureusement, a révélé pour beaucoup d'entre nous les réalités que nous dénonçons depuis, qu'il faut aller vers des hôpitaux modernes dans nos pays. Et maintenant, le Togo est environ 85 cas aujourd'hui, après plus d'un mois. Le premier cas a été décelé. Est-ce que vous pensez que la crise est maîtrisée plus ou moins? Je ne saurais le dire, mais nous avons bon espoir. Nous voyons que les chiffres ne sont pas en forte hausse, ce qui quand même est assez encourageant. Mais il faut préciser que nous ne dépistons pas assez aussi. Est-ce que nous sommes arrivés également aussi à une gestion globale, à une maîtrise globale des cas contacts? Il y a cela aussi. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a de l'espoir, il ne faut pas perdre espoir, il y a de l'espoir à ce que nous puissions aller à la maîtrise de cette pandémie. Dame Nature, le personnel soignant, les pouvoirs publics. C'est une conjonction des coordinations. C'est une conjonction des coordinations. Je pense que aussi bien la nature, aussi bien les autorités et le personnel soignant, chacun à son niveau, on va vers une convergence, n'est-ce pas, des actions. Cela permet de pouvoir gérer la situation. Mais l'espoir n'amène pas à un relâchement de la vigilance. L'espoir se sentira plus conforté par l'observance rigoureuse et absolue des gestes mesures. Docteur Tchaleganou, pour finir, est-ce que vous avez des recommandations particulières à l'endroit des pouvoirs publics qui vous écoutent peut-être à travers cette interview? Oui, je disais tantôt que l'espoir se sentirait conforté par l'observance des gestes et des mesures barrières. Et les recommandations que moi j'ai, c'est que nous fassions en sorte que tout le personnel soignant puisse avoir les équipements de protection. Tout le monde. Et qu'on ne puisse pas assister à une rupture ou à une pénurie dans un centre. Ce serait un drame. Deuxième chose, je pense également qu'il faut vulgariser le port du masque
le rendre obligatoire pour toute la population. C'est un élément important. Je demanderai aux autorités publiques de faire en sorte que nous puissions y arriver, comme cela a été fait pour le personnel soignant, que nous puissions aussi prendre une décision pour la population et veiller à ce que les niches où nous avons beaucoup d'attroupements, les marchés, les gares routières, puissent bénéficier d'un cordon sanitaire où nous pourrons éventuellement nous assurer de l'observance des gestes barrières. Je parle surtout du lavage des mains, d'accord, du fait que les gens puissent porter des gants, aussi bien les revendeuses, revendeurs que ceux qui viennent acheter, et de nous assurer qu'à la sortie, n'est-ce pas, du marché, les gens puissent enlever ces gants-là et les mettre dans une poubelle quelque part. Donc, on doit pouvoir organiser un système au niveau des espaces de niche, de peuplement, exemple des marchés et des gares routières. Et maintenant, la population tout entière, nous sommes dans une situation où il est important que chacun soit responsable individuellement pour que collectivement nous puissions être sauvés. Merci, Dr Gilbert Tcholénianou. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, SEMFOT. Merci d'être placé. C'est moi qui vous remercie. Retour donc sur le plateau. Professeur Gouakoué, je voudrais donc avoir votre avis sur la question. Vous l'avez souligné, le personnel soignant est très exposé. Vous avez 7 de vos collègues qui sont testés positifs du Covid-19. En tant que président de l'ordre des médecins du Togo, ça veut dire que vous n'avez pas été assez vigilant? Non, le problème ne peut pas se poser sous cet aspect. Le Covid-19 a mis à nu le système de santé du pays. Ce n'est pas surprenant puisque ailleurs, les États ont été eux aussi très rapidement dépassés. Donc, le système est tel que le plus souvent, quand vous allez aux gardes, je parle essentiellement des gardes, vous avez peu de personnel soignant et ceux qui sont là n'ont pas le matériel nécessaire pour faire le travail. Dans ce cas précis d'une infection au Covid-19, on a constaté que pendant plusieurs jours, le matériel n'était pas suffisant pour ceux qui étaient de garde pour se protéger. Ça, très tôt, on l'a dit. Mais il se trouve que le matériel qu'on a mis à la disposition n'a pas suffi comme cela devait se faire. Je voudrais tout de suite qu'on enlève de la tête qu'un personnel de santé puisse amener du matériel à la maison. Je ne pense pas que cette analyse soit une analyse logique. À ce moment-ci, où tout le monde est préoccupé par la protection individuelle, et je crois qu'il faudra enlever cette idée de la tête. Est-ce que c'est une idée? Parce que dans certains centres de santé, il se dit que du matériel a été remis par les pouvoirs publics en nombre suffisant et qu'il y aurait eu des rétentions. Oui. La formulation, à mon sens, devrait en ce moment être simple. Il faudra mettre en place un système qui permet à chacun qui reçoit du matériel de confirmer, d'émarger et de dire j'ai reçu tel matériel. Donc c'est un problème de management à la fin. C'est possible, c'est un problème de management. Mais si je dis le matériel est suffisant, c'est faux. Si je dis qu'il n'y en a pas, c'est pas tout à fait juste, mais c'est insuffisant. Cela tient de l'un et de l'autre. C'est insuffisant et il faudrait mettre suffisamment de matériel à disposition. Bon, le matériel est insuffisant parce qu'on n'en a pas acheté suffisamment, mais aussi dans les stocks des pharmacies, vous n'en avez pas beaucoup. Il y a eu ce problème aussi, docteur Peto. Oui, et il faut dire que la question du matériel de protection dans le cadre de cette pandémie, vous l'avez vu à travers le monde, même, je dirais, les pays les plus nantis, qui se croyaient les mieux préparés pour que ce type de situation ne se reprenne pas. Vous avez vu que tout le monde a été surpris. Et le masque qui, moi je dois souligner, dans un pays comme le nôtre, n'était pas un produit régulièrement distribué par l'officine de pharmacie, par exemple. C'était des produits hôpitaux, puisque c'était destiné essentiellement au corps médical soignant.
Et ce corps médical-là, ce type de produits sont directement vendus par ceux qui les importent aux hôpitaux. Donc, nous, le masque, ce n'était pas un produit courant. Mais il s'est fait que le défi que nous a opposé très rapidement à ce Covid-19 avec l'angoisse des populations derrière, nous avons eu cette demande forte, ce besoin de satisfaire une population face à une offre qui était totalement insuffisante et à des circuits d'approvisionnement aussi qui se sont très rapidement taris, puisque la Chine a dû arrêter, la Chine qui est le principal fabricant de ce type de matériel, a dû arrêter toutes ses usines pendant longtemps, et la reprise a coïncidé avec aussi, je dirais, l'évolution de la pandémie au niveau mondial et des besoins encore plus croissants. Donc tout ça a fait qu'on a eu du mal réellement, et aujourd'hui, on peut vous dire qu'aucun pays, quand vous regardez même les pays les plus développés, ce n'est plus le circuit d'approvisionnement ordinaire à travers les grossistes répartiteurs qui font venir les masques. Ce sont les États. Et notre pays, je pense, comme le disait le professeur, n'a pas été en reste quand même, parce qu'on a réussi, et c'est quand même une bataille aujourd'hui sur ce terrain, on a réussi quand même à faire venir du matériel. Nous avons vu plusieurs débarquements de cargo, de matériel dans notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, pour couvrir le corps médical, on doit avoir ce qu'il faut. Il y a une question de répartition qui va se faire assez rapidement. Et je complète en disant qu'on parle de nos hôpitaux, mais il faut aussi penser à tous les acteurs de santé, qu'ils soient au public ou dans le privé, parce qu'il s'agit de faire en sorte que tout le monde soit protégé pour limiter justement la propagation. Parce qu'un agent de santé, un personnel de santé qui accueille de la population contaminée, ça reste donc une source de propagation et de danger pour le pays. Donc, la disponibilité, on est aujourd'hui en train de travailler vraiment avec plutôt le gouvernement pour voir dans quelle mesure on va trouver les moyens de mettre à disposition un peu plus de masques. Parce que même les pharmacies qui en ont, les ont à des prix qui ne sont pas intéressants, parce que fournis par des importateurs locaux qui, des fois, ont gardé des stocks ou voilà, ont attendu le meilleur moment pour sortir faire un peu de surenchère. On est tous tributaires de cette situation-là et on doit travailler ensemble à l'améliorer. Avant de relancer le professeur Gouakwe, je voudrais vous confronter au nouveau circuit de business généré par cette pandémie. C'est vrai, il y a les circuits officiels de distribution de ces produits médicaux, mais le Covid-19 a fait développer, tout le monde est devenu pratiquement vendeur de gel hydroalcoolique, de masques et de tous les autres produits. Est-ce que, en tant que président des pharmacies, est-ce que vous faites un travail Parce qu'il peut y avoir un danger derrière aussi. C'est une situation qui nous inquiète sérieusement, je peux vous dire, parce que voir ce type de matériel de protection aussi sensible dans le cadre de la lutte contre une pandémie comme celle-ci, vendu à tous les coins de rue, sous le soleil, et puis surtout par des personnes qui peut-être n'ont pas sûrement la conscience et le recul nécessaire par rapport à ces produits, qui ne vendent que parce que c'est une opportunité pour gagner de l'argent. Ça nous fait froid dans le dos, parce que aujourd'hui nous n'avons pas encore trouvé le moyen adéquat pour gérer les masques usagés, on dit on les porte pour 2, 3, 4 heures maximum, et il faut les enlever. Qu'est-ce qu'on fait de ces masques à usage unique? Est-ce que on est beaucoup inquiet. Ensuite, il y a les masques qui sont proposés par nos artisans locaux, qui ont un certain niveau de protection. Si on n'a pas ce type de masque conventionnel, ce sera déjà quelque chose pour se protéger les autres. Mais comment est-ce qu'on les utilise? Comment est-ce qu'ils passent d'une main à une autre? Dans quelles conditions ils sont fabriqués, tout et tout? Je pense que toutes ces questions, il va falloir qu'on puisse apporter des réponses. Et ces réponses-là passeront par un circuit organisé de la mise à disposition de ce type de matériel-là. Voilà. Professeur Gouakwe, je reviens à vous sur les risques encourus par le personnel médical. Il y a eu malheureusement un cas au CHU Sylvanus Olympio où 2 personnes hospitalisées pendant près de 4 jours, 5 jours, ont finalement été testées positives du Covid-19. Comment on en arrive à de telles situations? Je crois que dans un premier temps, je reviendrai au masque
en disant qu'on a vu du matériel arriver. Et ce matériel doit être mis rapidement à disposition. On ne le dira pas assez parce que c'est de cette seule façon que le personnel au front, le personnel soignant peut être protégé. Les cas qui sont arrivés au CHU dans des situations désastreuses, des situations malheureuses, et le diagnostic n'ayant pas été fait à temps. Et pourtant... Comment on l'explique? Vis-à-vis de pneumologie, en ce temps de pandémie, des gens qui se fait que ces personnes n'ont pas été systématiquement testées. La structuration du service pendant les gardes est telle que les internes, pour la plupart, sont en service accompagnés de leurs seniors. Les signes ont été enseignés au cours des différents staffs et je crois que c'est quelque part un manque de vigilance. Ceci parce que quand on associe les signes, on se dit, dans le cadre d'un diagnostic différentiel, pourquoi pas? Parce que c'est ce pourquoi pas qui vous oriente vers je vais tester le malade. La fièvre n'est pas spécifique de la maladie. Les douleurs thoraciques ne le sont pas non plus. L'essoufflement ou la difficulté à respirer n'est pas également. La toux également n'est pas un signe spécifique. Mais la conjonction de ces signes doit faire penser forcément à une situation qui peut être du Covid-19. Et à mon sens, je crois que cette situation a montré ce qui reste à faire et elle permet de trouver de nouvelles stratégies pour mieux tracer l'itinéraire du malade depuis son arrivée à la porte jusque dans les services. Doit-on continuer par raisonner en termes de symptômes ou simplement dépister systématiquement tout ce qui arrive dans un centre de santé, qu'il souffre des fesses, des dents ou des poumons? C'est vrai que il n'y a pas de signes spécifiques, mais au-delà de l'ensemble des signes qu'un malade peut présenter, il y a d'autres qui attirent beaucoup plus vers le poumon, puisque l'infection se fait au niveau des poumons, au niveau des voies aériennes supérieures et au niveau des poumons. On va y arriver progressivement au test généralisé, mais en l'instant précis, ça va être difficile de vouloir tester tout le monde arrivant systématiquement à la porte. Et c'est là où j'en appelle au sens clinique. Au sens clinique enseigné dans nos facultés à nos étudiants et à nos médecins. C'est quoi le sens clinique? Le sens clinique, c'est je suis devant une fièvre. J'ouvre un tiroir. C'est comme ça qu'on le dit. Quelles sont les affections qui peuvent être responsables de la fièvre? Alors, si j'ajoute fièvre et toux, fièvre, toux, ça vous renvoie immédiatement au poumon. Alors, dans ce contexte, le geste qui doit suivre, c'est est-ce que c'est pas un Covid? Alors, en y réfléchissant comme c'est ça le sens clinique, en y réfléchissant comme ça, on examine les poumons, mais on fait attention à d'autres signes pour dire, sur le plan clinique, voilà l'hypothèse la plus probable et que par conséquent, je fais le test. C'est ça le sens clinique. Si ce sens clinique manque, on devient tous des automates. Le malade arrive, on fait un écouvillonnage. Il faut attendre 24 heures pour avoir le résultat. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Donc, le clinicien doit avoir un sens clinique affûté, bien précis, et au pire des cas, il faut appeler un senior. C'est vouloir tout faire tout seul qui pose problème. Mais si un tel incident puisse produire au CHU, au centre hospitalier universitaire, Sylvanus Olympio à Lomé, est-ce qu'il ne faut pas craindre ce qui se passe au fin fond à l'intérieur du pays, là où vous avez peut-être juste un infirmier qui bricole, bien obligé de le faire dans son coin? Bien sûr. C'est vrai, il faut craindre, mais c'est là où je dis, c'est un point de départ d'une restructuration, un point de départ
d'une nouvelle mise en place de stratégies, et reformer les équipes, inculquer les notions essentielles et les réflexes essentiels. Oui, je vous demanderai tout à l'heure si vous n'avez pas une lourde responsabilité dans cette formation, dans ce renforcement de capacité aussi en tant qu'ordre des médecins. Je voudrais demander à Dr Peto ce qu'il fait ou ce qu'il compte faire pour, on ne va pas dire démanteler, mais pour quand même protéger les citoyens togolais des circuits parallèles de distribution des produits médicaux, dans la mesure où un danger potentiel se cache derrière ce business. Moi, je pense qu'avant d'arriver à cette question, je voudrais quand même revenir sur la question débattue tout à l'heure avec mon collègue, sur ce qui s'est passé à l'hôpital. Vous savez qu'au niveau de l'officine aussi, aujourd'hui, il faut se poser des questions. Ces malades qui sont arrivés là, leur itinéraire montre qu'ils ont commencé quelque part en périphérie. Ils ont acheté peut-être des médicaments. Ils ont acheté peut-être des médicaments pour essayer de faire quelque chose, arriver là-bas dans un état déjà d'atteinte pulmonaire. Et ça veut dire qu'on perd du temps. Et puis ensuite, nous, aujourd'hui, dans l'officine aussi, on voit cette tendance, on le sent, que les gens tentent de venir acheter des médicaments. Et moi, je voudrais dire quelque part que cet incident doit nous faire prendre conscience que nous, agents médicaux de façon générale, il faudrait que le message qui passe, parce que nous sommes là pour sensibiliser la population, et cet incident nous a montré que nous-mêmes, on n'est pas suffisamment sensibilisés, suffisamment conscients de la situation. Aujourd'hui, on doit être en réflexe par rapport à ce type de problème. Et chez nous, aujourd'hui, en officine, il y a des choses que nous commençons par partager avec les épidémiologistes pour qu'on puisse commencer par regarder qu'est-ce qui se passe réellement. On voit de ce type de demande de médicaments qui montrent quelque part que les gens essaient de se débrouiller, où les gens essaient peut-être de prévenir, comme vous le disiez, ou de prendre en prévention, alors qu'on ne doit pas aller dans la... Je veux dire, je me protège moi-même. Alors, aujourd'hui, c'est des gestes. Qu'est-ce que vous faites quand un patient se présente devant vous, je dis un patient, un consommateur se présente devant vous et demande de la chloroquine, par exemple, ou de l'azithromycine? Déjà, aujourd'hui, est-ce que vous vendez sans ordonnance? Aujourd'hui, la chloroquine, il n'y en a pas en officine, je l'ai dit depuis le début. Il n'y a pas de chloroquine dans les pharmacies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les pharmacies. Est-ce qu'il vaut pas mieux doter les pharmacies de chloroquine? Pourquoi on va doter les pharmacies de chloroquine? Parce que si vous n'en avez pas, vous allez alimenter le marché noir. Dans tous les cas, nous avons dit que la prise en charge du Covid-19, c'est la stratégie actuelle du pays, consiste à faire en sorte que les patients soient, je dirais, sortis de la communauté et pris en charge dans un cadre bien strict, bien encadré, pour qu'il n'y ait pas de propagation de l'épidémie. Donc on ne peut pas permettre que les gens achètent leurs médicaments, qu'ils aillent à la maison, en tout cas dans l'état actuel de la pandémie chez nous. Mais vous savez que toute pénurie crée un circuit noir. Ce n'est pas une pénurie, parce que la chloroquine, vous savez que ce n'est plus un médicament courant. On a dit, la chloroquine, c'est une des solutions envisagées qui donne quelques résultats par rapport au Covid-19. Donc, et on a dit aussi que cette chloroquine ça doit être utilisée. Elle sera utilisée dans un protocole en milieu hospitalier. Et le professeur Gouyakoué, là, président de l'Ordre des médecins, il vous dira aussi que on n'a pas, les médecins en privé ne peuvent pas, ou chacun dans sa clinique ou dans sa structure, ne peut pas prendre en charge un Covid-19. Pourquoi les patients viendraient demander de la chloroquine en officine? C'est pour ça qu'actuellement, même si on a de la chloroquine qui est arrivée dans le pays, ça a été mis à disposition du centre de prise en charge, là où on peut l'utiliser aujourd'hui. Et il faut que la population le comprenne. Là où il arrive à trouver la chloroquine, elle se met en danger. L'OMS a sorti l'alerte il y a quelques jours pour dire que toutes les chloroquines qui ont circulé dans nos pays, ce sont des faux. Ah bon? Oui. Et ça, il faut que la population le comprenne. Non, aujourd'hui, nous constatons que, visiblement, beaucoup de gens en ont acheté, ils en ont à la maison. Et on a quelques prescriptions. Et c'est là aussi, il faut parler aussi de tout ce qui se passe en parallèle du système de santé organisé. On a beaucoup de structures parallèles qui ont toujours pullulé dans nos quartiers périphériques, tenues par des gens qui n'ont pas la formation qu'il faut ou qui ne sont pas enregistrés comme il faut et qui font n'importe quoi, excusez-moi de le dire, mais parce que vous avez des prescriptions fallacieuses qui arrivent de azithromycine.
ou bien ils prescrivent azithromycine et chloroquine et vous voyez qu'ils ont délivré de la chloroquine dans leur structure parce qu'ils ont acheté sur le marché parallèle. Aucune clinique privée, aucune structure officielle ne peut détenir de la chloroquine. Donc ce type de structure-là, aujourd'hui, il faut les traquer pour voir qu'est-ce qu'elles font dans ces quartiers-là. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut regarder. Ça, c'est l'ordre de médecin qui doit réagir. Est-ce que cette pandémie ne doit pas faire, comme il dit, traquer ces structures sanitaires qui ne sont pas homologuées, dans lesquelles travaille un personnel quelque peu douteux? Oui, c'est une guerre en cours avant l'arrivée de Covid-19 qui a calmé les ardeurs des uns et des autres. Cette année, l'Ordre des médecins a mis comme objectif, l'un des objectifs, de traquer tous ces malades. Et on a déjà un dossier à la justice d'un assistant médical qui a ouvert une clinique au nom d'un médecin. Et ça, ce dossier est déjà à la clinique. Il va y en avoir d'autres. À la justice. À la justice. Il va y en avoir d'autres. On a des indications, mais vous ça parlez va se faire. de procès alors que la situation est en cours, là. Là, on est dans une situation en cours où la loi n'autorise pas des gens à exercer la médecine et pourtant ils le font. La situation est tellement urgente qu'on ne va pas laisser la riposte pour aller nous occuper des problèmes antérieurs. On va y revenir quand on aura franchi l'étape du pic et qu'on serait dans la descente. Est-ce qu'il faut attendre la fin de la pandémie? Parce que dans ces centres-là, on peut hospitaliser, par exemple, des malades de Covid-19 et contaminer beaucoup de gens avant qu'on s'en rende compte. Est-ce qu'il n'y a pas urgence dans ce domaine-là? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a urgence dans le domaine. Mais je vous assure que la préoccupation actuelle, c'est la lutte contre l'infection à Covid-19. Et je peux vous garantir qu'on reviendra là-dessus parce que... Moi, je vous repose la question autrement. Oui. Actuellement, est-ce qu'il faut laisser continuer n'importe quelle structure recevoir des malades en ce temps de pandémie? Aucune structure en dehors du centre dédié à la prise en charge ne doit recevoir de patients Covid-19 pour une raison très simple. Le mode de transmission de la maladie est aérienne. Nos gouttelettes de salive comportent du virus. Quand on parle, notre voix qui sort quelquefois avec de la salive sans qu'on ne s'en rende compte. Il suffit qu'en fin de journée, de regarder l'intérieur de votre masque, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de salive dans le masque. Donc, il ne faut pas laisser un centre prendre en charge les patients de Covid-19 et de ce fait mettre en danger le personnel soignant. Ce personnel va rentrer chez lui, comme on l'a dit tout à l'heure, avec sa blouse. Il va infecter les gens parce que les structures sont telles que tu ne peux pas laisser de blouse à l'hôpital avant de sortir. À plus forte raison, ceux qui sont à la maison, qui n'ont même pas pris le temps de comprendre comment le Covid détruit le poumon, ils vont vouloir traiter les patients. Et c'est un risque majeur. Un risque pour les patients, mais un risque également pour le personnel. Donc, en aucun cas, il a été clairement dit qu'aucune structure ne doit prendre un patient de Covid-19. Par contre, si par hasard, un patient suspect arrive dans une structure, il a été demandé qu'une salle d'isolement soit mise en place et que l'équipe de prise en charge soit appelée aussitôt, en tenant compte des différents districts, et l'équipe se déplace pour faire le prélèvement. Et s'il y a des recommandations sont faites. Ce processus permet de mettre en place la structure des différents contacts également et de suivre les contacts sur une période de 2 semaines afin de voir
comment ça évolue. Oui, juste avant la pause, et très rapidement, j'ai oublié de dire aussi que certains médecins qui soignent au centre dédié de traitement du Covid-19 opèrent après ce service dans d'autres structures. Est-ce que vous ne trouvez pas ça dangereux? Non. Quand vous êtes dans le centre dédié à la prise en charge de Covid-19, vous êtes formé pour faire attention à vos masques, à vos gants, aux patients, et votre protection est maximisée. Ainsi, vous savez que vous ne pouvez pas rentrer avec vos outils de travail. Donc, si vous avez fini, vous subissez une désinfection de la tête jusqu'aux pieds. Dans ces conditions, il y a moins de risques de sortir du centre avec le virus. Oui, mais pour éviter toute histoire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de garder ceux qui soignent dans le centre hospitalier régional de Lomé, oui. De les confiner à cette tâche-là, pour le moment? On reviendra au confinement. On ne peut pas les garder dans leur centre. Non, dans leur centre, mais qu'ils ne s'occupent que de ça. Oui, c'est possible. Qu'ils ne s'occupent que de ça, c'est possible. Mais il faut dire également que le nombre de personnels qualifiés pose quelquefois des problèmes. Et le plus souvent, ceux qui sont dans les centres sont des fonctionnaires de l'État. Donc, ceci étant, en principe, quand ils quittent leur service, ils rentrent chez eux. D'accord. On va poursuivre la réflexion, mais là nous marquons une pause pour une édition de journal. À la reprise, nous allons autoriser les téléspectateurs une fois encore à vous poser des questions en direct à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter. À tout de suite pour la suite.